Então, aproveita o celular, você vai fone. Bonsoir. Aujourd'hui, je suis obligé de parler moins fort parce que je suis très très enrhumé. J'ai fait un effort énorme pour être ici aujourd'hui. Alors, je vous demande un peu de patience avec moi. J'aimerais être dans un meilleur état pour parler de la Renaissance. Justement, le jour de commencer à parler de la Renaissance, je suis mort. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Bon, justement, Clément Marot est un auteur vraiment très important qui marque un moment complètement différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent par rapport à la poésie et au lyrisme français. C'est un tournant, c'est vraiment le tournant. Si nous avons vu des auteurs qui se trouvaient à la charnière entre le Moyen-Âge, la charnière à la frontière entre le Moyen-Âge et la Renaissance, avec Clément Marot, on est vraiment les deux pieds dans la Renaissance. C'est un auteur qui vraiment représente, qui écrit déjà toute son œuvre au XVIe siècle. D'accord? C'est la première moitié du XVIe siècle. Et cela en France est quand même assez important d'avoir en tête que le XVIe siècle il est divisé en deux moments. Le premier moment, c'est le moment qui précède la Pléiade. La Pléiade. Vous avez probablement déjà entendu parler de la Pléiade. Vous savez ces éditions françaises qui sont en papier, Bible. Ça s'appelle la Pléiade, la collection. Mais la Pléiade, ça a été un mouvement littéraire. Ça a été le mouvement littéraire de deux grands auteurs, Pierre de Ronsard et Joachim du Bellay. Alors nous allons travailler avec, je ne sais pas si j'ai ajouté Bellay, mais Ronsard, c'est sûr qu'on va lire Ronsard. Alors, dans notre programme, je pense que j'ai changé un peu le programme de cette période, mais on va travailler avec les auteurs de la Pléiade. Et du Bellay a écrit un texte qui est très important, qui s'appelle « Défense et illustration de la langue française ». Alors, c'est le moment où vont, disons, se créer les bases pour la fondation du classicisme français du XVIIe siècle. D'accord? Mais ici, on est dans un moment antérieur. D'accord? Alors, pour le moment, on va oublier la Pléiade, on va oublier Bellay et Ronsard, et on va penser à notre Clément Marot. Bon, Clément Marot est un auteur qui va
déjà marqué une tendance des poètes qu'on va lire à partir de maintenant, que sont ce qu'on pourrait appeler des poètes officiels de la cour. Os poètes officiels de la cour. Et cela est, disons, quelque chose qui nous montre déjà un changement important dans l'organisation de la société française et de la société européenne. Pourquoi? Parce que avant, nous avons les poètes bourgeois, mais ce sont des poètes qui ne, disons, appartiennent pas nécessairement à une cour, dans le sens d'être un poète officiel. Alors ici, on entre déjà dans cette logique de quoi? D'un pouvoir beaucoup plus concentré, où le roi va occuper une place beaucoup plus centrale. Alors, c'est un moment très très important de centralisation du pouvoir. Et justement, le roi de cette période, c'est François Ier. François Ier, qui est connu comme, disons, le premier roi absolutiste français. C'est le tout début, d'accord? Vous comprenez bien, on n'est pas encore en plein absolutisme. C'est le début de l'absolutisme. Alors, c'est le début de la concentration du pouvoir. Il est aussi connu comme le roi protecteur des arts. Alors, c'est un roi humaniste. C'est un roi qui va contribuer énormément pour le développement des arts en France. C'est un roi qui, quand il était jeune, il lutte des guerres contre l'Italie. Alors il entre en Italie, il connaît l'Italie, il se passionne par l'Italie. Et cette passion de François Ier par l'Italie va faire en sorte que, quand il devient roi, il va faire venir un ensemble considérable d'artistes d'Italie. Alors tous ces artistes italiens vont venir travailler pour la cour. Et François Ier a une sœur, une sœur aînée. Tout le monde sait ce que ça veut dire aînée? Oui. Qui est très importante, qui va l'influencer beaucoup. Et cette sœur aînée s'appelle Marguerite de Navarre. Mais attention, il ne faut pas confondre Marguerite de Navarre avec la reine Margot. Não é a rainha Margot. D'accord? É a sogra da rainha Margot. D'accord? Alors, cette première Marguerite de Navarre va être la mère d'Henri IV, qui va être le mari de la reine Margot. D'accord? Alors, c'est la belle-mère de la reine Margot, Marguerite de Navarre. Mais Marguerite de Navarre est une femme, pour l'époque, absolument extraordinaire. Parce que c'est une femme écrivaine. Elle écrit. C'est pas seulement qu'elle est mécène, mais elle-même, elle écrit des poèmes, elle écrit des chansons, elle écrit des contes. Et son livre le plus important, c'est l'Heptaméron. L'Heptaméron qui est inspiré du Décaméron de Boccace. D'accord? Alors on voit l'importance et l'influence de l'Italie, qui va être une grande référence. Alors, vous savez que cette Renaissance française, déjà,
a lieu 2 siècles après la Renaissance italienne. D'accord? Alors, la Renaissance italienne déjà commence à s'annoncer avec Dante et tout cela. Alors, c'est que Dante est 1300. Alors, c'est beaucoup avant, 2 siècles avant. Alors, disons que la France, elle va prendre la relève, mais elle va s'inspirer fortement de cette Italie qui a déjà vécu toute cette Renaissance. Et justement, quelle va être une des caractéristiques de cette Renaissance française? Ça va être la traduction et l'émulation. Alors, cette idée de traduction, émulation, c'est aussi une information très importante qu'il faut avoir en tête pour comprendre la Renaissance. La Renaissance, c'est le moment, le XVIe siècle, c'est le siècle où la langue française reçoit la plus grande quantité de nouveaux mots. La plus grande quantité du vocabulaire français d'aujourd'hui, le plus grand nombre de mots nouveaux ont été ajoutés à la langue française au XVIe siècle. Au XVIe siècle. Vous voyez? Alors, c'est justement ce moment, et la traduction va jouer un rôle central. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On prend les textes d'Ovide, d'Homère, surtout à ce moment-là, les textes latins et quelques textes italiens. Par exemple, Clément Marot va être un grand traducteur. Alors, il va traduire les 2 premiers livres des Métamorphoses d'Ovide. Il va traduire, à partir de la Vulgate, va traduire les psaumes, Salmus, de la Bible. Il va traduire aussi Virgile. Il va traduire Pétrarque de l'italien. Alors, on voit que c'est vraiment un poète traducteur. Et ça va être une marque de tous les poètes de la Renaissance. Il n'y a pas de poètes pendant la Renaissance et même pendant le classicisme, les grands poètes, qui ne sont pas aussi des traducteurs. Alors la traduction, c'est quelque chose qui fait partie de la vie des poètes. Ça fait partie de l'activité du poète, traduire. Et les traductions sont bien sûr élaborées souvent aussi sous la forme de l'émulation. C'est prendre le modèle et copier le modèle. D'accord? Alors l'idée de l'imitation des modèles, qui va être un des principes centraux du classicisme, va entrer, disons, comme mécanisme de production littéraire à partir de ce moment-là. C'est là qu'on verra cela se produire comme vraiment un élément clé de cette production. Et dans le cas de Clément Marot, la traduction dans sa vie va être décisive. Pourquoi? Parce que Clément Marot va traduire les psaumes de la Bible. Et Clément Marot, ça c'est une autre donnée très importante. Cette époque-là, la première moitié du XVIe siècle, c'est l'époque aussi d'un grand changement dans la vie religieuse de l'Europe. Alors c'est le surgissement du protestantisme. Alors le luthéranisme, le calvinisme, qui vont occuper une place très très importante. Et Clément Marot était un sympathisant des protestants. Et cela va lui coûter très très cher, parce qu'en même temps, Clément Marot, à cause de son père qui était déjà
un poète lié à la cour, etc. Très jeune, il commence à fréquenter François Ier et Marguerite de Navarre. Il se lie d'amitié vraiment au roi et à sa sœur. Il fréquentait la cour, il était vraiment ami de la famille royale, mais l'Église catholique avait un poids énorme. Et c'était une espèce de contrepoids à cet humanisme du roi. Et l'Inquisition était forte. C'est le début des guerres de religion en France. Le XVIe siècle français, c'est un siècle de grandes luttes entre catholiques et protestants. Alors, la France n'est pas devenue protestante vraiment à cause du XVIe siècle. Et c'est le moment où l'Église catholique a, disons, s'est imposée avec une force extrême. Et il y a eu plusieurs massacres de protestants en France à cette époque-là. Vraiment des massacres. D'accord? Alors, et des persécutions. Et Clément Marot a été persécuté. Alors, il a été mis en prison une première fois, accusé d'être protestant. Et il était seulement un sympathisant. Il n'était pas un pratiquant. Mais bien sûr, c'était un homme très, très libéral. On va voir par sa poésie qu'on va lire aujourd'hui. C'était quelqu'un, disons, très, très audacieux pour l'époque. C'était vraiment un homme habité par cet esprit nouveau de la Renaissance. D'accord? Alors, et cela lié à des idées protestantes faisait de lui vraiment un personnage, disons, un danger pour cet ordre religieux catholique. Alors, c'est dans cet esprit-là que, justement, Clément Marot va être condamné. Condamné une première fois à la prison, condamné une deuxième fois à mort. Il va être condamné à mort. Mais comme il était, disons, très proche du roi et tout, il y a toute une négociation qui est faite et finalement, il est, disons, pardonné, il a une indulgence, mais il doit s'enfuir. Il part en exil en Italie, reste exilé, protégé dans la cour de quelques amis de Marguerite de Navarre, des nobles italiens qui le protègent et tout ça. Bon. Après, il rentre de nouveau en France et il fait la traduction des psaumes de la Bible. À ce moment-là, il fait une très belle traduction et les psaumes de la Bible sont adoptés par les protestants. Alors, à ce moment-là, il est condamné à la prison encore une fois, troisième fois. Alors, le pauvre Clément Marot réussit à s'enfuir, les persécutions commencent. Il réussit à s'enfuir en Italie et il meurt en exil, en Italie. En exil. Alors, on voit comment, disons, traduire c'est dangereux. Et surtout à l'époque. Son ami, il avait un ami, Étienne Dolet, qui était un imprimeur français de l'époque, Étienne Dolet, et il était aussi traducteur, qui a été éditeur, a publié les œuvres de Clément Marot et tout ça. Étienne Dolet, il a traduit aussi un extrait de la Bible, et la traduction a été considérée hérétique par l'Inquisition, et Étienne Dolet a été brûlé vivant à cause de ça. C'était un des amis de Clément Marot. Alors, Clément Marot a échappé belle. Vous connaissez cette expression? Échappé belle. Scapopuntrice. Il a échappé belle. Alors, Clément Marot, mais Étienne Dolet, le pauvre, n'était pas ami du roi, brûlé dans le feu à cause de sa traduction de la Bible. Alors ça, c'est un peu pour vous donner l'esprit chaleureux de l'époque.
l'esprit chaleureux de l'Inquisition. Hein? Alors c'est dans cet esprit-là que Clément Marot écrit son œuvre, qui est une œuvre très riche, très variée, qui fait en tout 2 grands volumes comme ça. Et c'est une œuvre déjà complètement différente des œuvres du Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver, par exemple, comme une des formes littéraire la plus courante, la plus marquante de l'œuvre de Clément Marot? L'épître et l'épître à epistola, carte, qui était, disons, un genre littéraire. Alors, d'écrire ces épîtres, ces lettres en forme de poèmes, d'accord, qui étaient vraiment, disons, adressées à quelqu'un. Alors, la poésie avait, disons, une fonction sociale de demander quelque chose. Alors, l'épître au roi, l'épître à la reine, l'épître à la telle, l'épître pour la mort de tel, l'épître pour la naissance de tel, l'épître pour la demande de telle chose à telle personne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de très intéressant dans l'idée de l'épître? C'est justement cette idée du rapport entre celui qui parle et à celui à qui on s'adresse. Pourquoi? Parce que on sort d'un espace rhétorique de pure imagination, de pure fiction, et on commence, disons, à établir vraiment un rapport beaucoup plus proche, beaucoup plus complexe d'une certaine manière, entre le jeu du poème et le jeu biographique. Alors, c'est une forme de personnalisation. Alors, vous vous rappelez que, justement, je vous ai dit qu'au long, et vous avez lu dans le texte de Huchet, qu'un des grands drames du Moyen-Âge, c'était cet effacement de la personne, qui était lié aussi à un effacement du corps, qui avait comme résultat la production d'une poésie souffrante. La poésie du Moyen-Âge est une poésie souffrante. Et souffrante, pourquoi? Parce qu'il y a une impossibilité d'être dans cette poésie, qui est, disons, le drame même de la condition humaine au Moyen-Âge, devant ce Dieu omniprésent qui empêchait la manifestation d'un moi, la manifestation d'une dimension personnelle ou d'une dimension corporelle. Alors ici, non. Ici, avec la Renaissance, on entre dans toute une autre logique. Toute une autre logique, complètement différente. Alors, derrière cette logique-là, il y a, disons, une autre notion de nature. Et ça, c'est quelque chose de très, très important pour nous, parce que c'est, disons, ces attributs de la nature que, d'une certaine manière, vont définir une esthétique de la Renaissance. C'est cette notion de nature et ces attributs de la nature les attributs de
la nature qui vont définir cette, disons, notion même de beauté et cette notion même, disons, de cette condition d'être de l'homme de la Renaissance. Alors, quels sont ces attributs-là de la nature? La nature, elle est mater. Mater, qui remet, bien sûr, à la matière, au matériel, mais mater, c'est aussi le maternel. Alors, la nature, elle est mater. Ça veut dire que c'est quelque chose de très, très important. Elle est quelque chose de concret. Vous voyez, on est ici dans une conception de nature complètement différente du Moyen-Âge, où l'idée de nature est très liée à cette idée d'une nature divine. Ici, non. La nature, elle est concrète. Et en même temps, elle est la mère. C'est d'où vient la vie, l'origine de la vie. Parce que de même temps, pendant la Renaissance et toute cette période-là, on ne peut pas dire que l'Église est oubliée et est hors dehors de la scène. Non. Et comment penser cette relation entre une nature qui bien sûr a un visage humain, une perspective humaine, mais en même temps, c'est encore d'une nature, de quelque chose lié à la religion, quelque chose de divin. Bon, alors ça c'est une très bonne question, et la réponse n'est pas évidente et n'est pas facile. Mais je pense que c'est là qu'entre justement la question de savoir de qui on parle. Alors, comment cela va se produire pour Clément Marot? Parce que on va voir la semaine prochaine, pour Maurice Sèvres, par le néoplatonisme, toute cette dimension divine religieuse va continuer à occuper une place extrêmement importante. Clément Marot n'est pas un vrai religieux. Alors, on ne va pas vraiment retrouver de poésie. Par exemple, chez Marguerite de Navarre, cette question est une question très intéressante. Ça pourrait donner, puis il y a des travaux vraiment très très intéressants pour voir comment se produit cette tension. Et bien sûr qu'il y aura des écrivains qui vont continuer à reproduire le discours du Moyen-Âge. Il y a des auteurs qui vont s'approprier jusqu'à un certain point d'une certaine sensation, d'une certaine conscience de cette matière, mais en même temps qui vont, disons, la vivre d'une manière conflictueuse. Chez Clément Marot, ce n'est pas trop le cas. Clément Marot était un bon vivant. Alors, Clément Marot était un Janot, comme c'est dit ici au texte, un Janot. Un Janot. Oui, et on parle de Clément Marot justement comme l'homme, un homme joyeux, un homme vraiment qui
était très très donné au plaisir de la chair. Alors, ce n'était pas vraiment, disons, un homme très préoccupé des questions religieuses. Alors, je pense que pour Clément Marot, et je pense aussi dans ce sens-là, il est un bon exemple. Il ne vit pas cela vraiment comme un drame. Alors, peut-être on va pouvoir explorer un peu plus cette tension quand on va parler de Maurice Sèvres, le cours prochain. Alors là, je pense que c'est un auteur qui va nous permettre de, disons, montrer un peu plus ce conflit. Alors ici, avec Clément Marot, non, c'est vraiment c'est un auteur qui c'est un auteur beaucoup plus léger. C'est un auteur qui introduit vraiment un nouveau dans la poésie française, très intéressant, très nouveau. C'est une poésie légère, dans un certain sens. Bien sûr, il y a des moments plus graves et tout, mais ce n'est pas ce qui reste comme grande marque de sa poésie. C'est une poésie où le jeu est très important et où, justement, disons, toute cette nouvelle conception de la nature, elle peut se révéler d'une manière assez complète. C'est ce que je vais essayer de vous montrer un peu dans cette poésie. Bien sûr que ici, notre cours, comme je vous ai déjà dit au début du semestre, c'est un petit menu dégustation. Alors, chaque cours, nous avons ici une petite bouchée de chaque poète. Mais derrière cette bouchée-là, il y a toute, disons, la possibilité d'un ensemble considérable de repas copieux. D'accord? Alors, c'est, disons, à chacun, tout un chacun, de, disons, se régaler selon son appétit et selon, disons, son goût. D'accord? Après avoir goûté un peu de chacun de ces poètes. Alors, l'œuvre de Clément Marot, elle est absolument gigantesque. Il y a, par exemple, dans l'œuvre de Clément Marot, toute une dimension, la dimension des épîtres. Il y a, dans l'œuvre de Clément Marot, toute la dimension de ses traductions. Il y a, dans l'œuvre de Clément Marot, les sonnets. On ne va pas pouvoir parler des sonnets de Clément Marot, mais Clément Marot, c'est le premier à introduire, à écrire un sonnet en langue française. Le premier sonnet écrit en langue française a été écrit par Clément Marot. Alors, c'est l'introducteur du sonnet. Alors, on voit comment, disons, cette importation des modèles de la Renaissance italienne se font et comment lui va jouer un rôle très très important dans cette importation-là. Disons, ce poète polyglotte, parce que Clément Marot travaille avec l'italien, le latin, au moins, à part le français, alors c'est déjà, disons, une caractéristique de cette façon moderne de penser la langue et de penser la littérature et de penser la poésie. D'accord? Moderne dans le sens que le français est une langue moderne. D'accord? Alors c'est à ce moment-là qu'on va, disons, déjà avoir une langue qu'on reconnaît. D'accord? On n'est plus ici dans le moyen français. On sort du moyen français, on entre peu à peu au XVIe siècle dans ce français moderne. D'accord? Ou dans ce français qui va devenir le français classique. D'accord? Alors c'est le début de cette langue. C'est pas par hasard que c'est au XVIe siècle qu'il va s'écrire le texte défense et illustration de la langue française. Ils vont surgir les premiers dictionnaires. D'accord? Va surgir la Pléiade, etc.
Alors, c'est, disons, le premier moment, François Ier. Et c'est intéressant, déjà, son nom est très emblématique, François Ier. Il fonde un peu tout cet esprit-là. Mais pour revenir ici aux attributs de cette nature de la Renaissance, qui sont, disons, incorporés, c'est un très bon mot, incorporés par Clément Marot sans drame, ça c'est intéressant. Il n'y a pas vraiment beaucoup de drame chez Clément Marot. C'est un poète très dédramatisé. C'est l'opposé de Maurice Sèvres qu'on va voir la semaine prochaine, qui est le pur drame, le pauvre. D'accord? Ici, non. Ici, c'est relax. Il faut à un moment donné relaxer. Hein. Et ce n'est pas non plus le grotesque de Villon. Hein. Ce n'est pas une réaction violente. C'est une réaction d'une autre nature. C'est d'une autre nature. D'accord? Alors justement, cette autre nature, quels sont les attributs de cette autre nature? C'est sa corporéité, sa matérialité, qui est liée à une nouvelle notion, un nouvel espace, cette dimension du matériel. L'autre dimension, c'est une notion de beauté qui est connue comme la Vénus. Cette beauté-là, qui est justement une beauté habitée par cette matérialité. C'est une beauté corporelle. Pensez à la naissance de Vénus. Vous voyez? Alors c'est cette image elle-même qui est une des images emblématiques de la Renaissance qui apparaît, disons, cette image de la Vénus qui naît avec ses seins découverts. Corps, alors l'image du corps nudé, du corps découvert, du corps dévoilé, révélé, cette révélation du corps, c'est quelque chose de très 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 important, d'extrêmement important derrière cette notion de beauté. Et le troisième grand attribut de cette nature, c'est justement la variété. Alors quand on observe les fleurs, on voit des fleurs avec des parfums différents, des formes différentes, des couleurs différentes. Alors cette capacité de la nature de se multiplier et de varier. Cette notion de la variété et de la variation. Alors, c'est pour cela, disons que les poètes, un poète comme Clément Marot, va pratiquer plusieurs genres, va même inventer des genres. C'est pour ça que la langue, c'est une langue qui commence à incorporer des mots. C'est une langue ouverte, c'est un moment de grande ouverture. C'est un moment où on accepte beaucoup. Pourquoi? Parce que la variété est une valeur. Alors, dans un moment où la variété est une valeur, on accepte, on est ouvert. Les choses peuvent vraiment entrer. Vous voyez? Alors les formes littéraires entrent, les auteurs entrent, on imite, on émule, on traduit, on incorpore, on ajoute, on invente. Alors l'invention aussi devient la multiplicité. Alors c'est un peu, disons, ces dimensions-là qu'on va voir apparaître dans le poème que j'ai choisi pour qu'on lise aujourd'hui ensemble.
Eu achei que estava pedindo para o texto chegar até aí. Vai chegar. Je voulais savoir si cette nouvelle notion de nature, elle est seulement liée à ce détachement religieux qui s'est arrivé par rapport à l'Inquisition et à l'Inquisition au calvinisme. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la Renaissance, mais jusqu'où vont mes connaissances, ce que je peux partager avec vous, c'est que bon, ce processus est un processus extrêmement complexe. Alors, dans ce processus, nous avons la découverte de l'Amérique, la chute de Constantinople, le développement du commerce, alors qui vont mener à quoi? À toute une redécouverte d'un monde intellectuel, symbolique de l'Antiquité gréco-latine, une valorisation de ce monde qui est liée à une valorisation de la ville, à une concentration du pouvoir, à une complexification des rapports sociaux, après aussi à l'absolutisme, à la concentration du pouvoir autour du roi, qui est lié aussi au développement des villes, au détriment des campagnes. Alors tout cela vont créer des conditions, disons, qui vont aussi produire une espèce de contre-pouvoir au pouvoir de l'Église, mais qui est lié à une autre façon de vivre et d'organiser la société. Parce que finalement, quand on pense à la littérature n'est pas un phénomène isolé des phénomènes de la société. C'est un système qui produit, disons, ses règles intérieures et sa logique propre, mais cette logique, elle est en rapport direct avec l'idéologie, l'économie, la façon de vivre des gens. Alors pour ça que j'ai essayé de vous dire, bon, nous avons maintenant un roi qui a fait des guerres avec l'Italie, qui s'est intéressé à cette autre façon de vivre. Mais pourquoi aussi est-ce qu'il s'est intéressé à cette autre façon de vivre? Parce que cette autre façon de vivre correspondait aussi à tout un changement dans la façon d'organiser la société, dans lequel, disons, la logique théologique n'était plus suffisante pour organiser le mode de vie de l'homme. Et cela aussi est très lié à cette, disons, à cette, ce repatriement des manuscrits qui étaient en Irak et qui étaient en Turquie surtout, et où il y avait des grandes écoles de traduction déjà, où le grec s'était conservé, et ce grec, petit à petit, va commencer à pénétrer dans l'Europe, par l'Italie surtout d'abord, d'accord? Mais peu à peu, alors va, disons, occuper et s'éparpiller, s'étaler un peu partout en Europe. Mais c'est, disons, un phénomène extrêmement complexe qui a des dimensions politiques, idéologiques, économiques, sociales, urbaines. Alors, par exemple, il y a un livre de Renato Ortiz dans lequel il va montrer comment tous ces changements dans la ville de Paris au XIXe siècle
sont directement liées à cette sérialisation de la vie et tout ça, au développement du réalisme comme littérature elle-même, nos nouvelles notions d'individu, etc. Alors, on voit comment les choses, elles ne sont pas isolées l'une de l'autre. Alors ici, justement, cette biographisation du jeu, du poème aussi, cette apparition du corps dans le poème, cette nouvelle notion de nature, cette découverte de la nature, elle est aussi conséquence de quoi? De la découverte d'un nouveau monde, d'une circulation beaucoup plus grande et importante de personnes, de marchandises, d'une monétarisation de la vie, d'une mercantilisation des relations. Alors tout cela, disons, a donné une agilité et une complexité à la vie de la société qui ne pouvait plus être expliquée ni vécue seulement par le système d'explication du monde de l'Église. C'est comme nous aujourd'hui, par exemple, nous qui travaillons avec la littérature, nous sommes dans un moment extrêmement intéressant de réinvention de ce qu'est-ce que c'est la littérature. On est en pleine invention d'une nouvelle littérature. Le vieux roman, romançant, il est aujourd'hui un genre daté, c'est un vieux genre qui résiste encore. Il y a des gens qui produisent là son grand roman, etc. Mais là, il suffit de voir l'importance qu'un écrivain a aujourd'hui dans la société. Aujourd'hui, quels são os Balzacs de hoje? São os blogueiros. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Mais c'est la question, c'est que pour nous, ici à l'université, on est toujours un peu derrière. C'est lent. Ici, c'est lent. L'université, c'est pas la révolution. Alors, mais c'est vous, plus que moi, parce que moi, mes cheveux sont déjà blancs, plus que moi, vous devez être vraiment, disons, les yeux ouverts à cette réalité. Alors, la littérature, elle a un rapport direct avec la société, la façon de vivre des gens. Alors, si on ne vit plus dans la cour ici, par exemple, Clément Marot, voilà, il circule déjà, il part, il a un exil, il habite, il va habiter à Venise aussi. Il revient, il entre, il passe par Lyon. Lyon est une ville très importante, on va parler de Lyon le cours prochain. Lyon est une ville extrêmement importante à l'époque, est un centre de commerce extrêmement dynamique, est une ville, jusqu'à un certain point, plus importante que Paris à ce moment-là. Alors, on voit comment, pourquoi? Parce qu'elle est dans le sud, et c'est dans le sud où se donnent tous ces croisements, plus dans le sud. L'axe culturel, économique, c'est la Méditerranée. Alors, tout ce qui monte à Paris passe par Lyon beaucoup. Alors, cela fait de Lyon, vraiment, il y a cette école lyonnaise. On va parler de cela. Et Maurice Sèvres est un représentant de cette école lyonnaise, Louise Labbé, qui est une femme poète aussi, intéressante. Son œuvre est d'ailleurs traduite au Brésil. Alors, ça, ce sont des choses, disons, qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, cette notion de nature, elle est directement liée à ça. Vous voyez? Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre un peu à la question, mais tout le monde, être attentif que ces phénomènes-là ne sont pas isolés. Et ce sont des choses qui, bien sûr,
vont prendre beaucoup de temps. C'est pas comme ça, ah, maintenant la nature c'est ça, ouais, la tribu, maintenant tout le monde, les femmes Vénus, waouh, c'est bon. C'est pas comme ça. Vous voyez, Clément Marot est mort en exil. Il a été condamné à mort. Son ami a été brûlé. D'accord? Alors, c'était pas rigolo. C'était pas facile. D'accord? Alors, c'est une lutte, c'est une tension. D'accord? Il y a des forces réactionnaires importantes et qui ont gagné la lutte. Parce que lui, il est mort en exil et le pape était bien content. D'accord? Alors, il faut penser que, disons, d'une certaine manière, Clément Marot est l'avant-garde de l'époque. Et l'avant-garde, il est mal compris. C'est l'enfant terrible. D'accord? C'est le fou, quoi. Le type à Clément, là, le pauvre Clément. Alors, il ne faut pas perdre de vue cela, que il fréquente la cour, etc. Mais quand l'Église catholique dit que ça ne va pas, François Ier dit « Je me lave les mains, Clément, au revoir. » D'accord? Alors c'est simple comme ça. Je suis le roi, je me lave les mains, tu pars, adieu. Il meurt dans la misère. Dans la misère en Italie. D'accord? Alors c'est, disons, il ne faut pas perdre de vue que c'est vraiment quelqu'un qui, ce rapport avec le pouvoir est un rapport ambigu. Ce n'est pas un rapport simple pour Clément Marot. Après, pour Racine, ça va être simple. Au moment où les choses commencent à devenir trop compliquées pour Racine, il arrête d'écrire du théâtre, il devient historien du roi, commence à écrire la biographie du roi et vit content dans son petit château. D'accord? Alors ça, c'est l'histoire de Racine. Mais ce n'est pas l'histoire de Molière. Et ce n'est pas l'histoire de Clément Marot non plus. Alors chaque histoire est une histoire aussi. Il ne faut pas penser que tout le monde était traité de la même manière, que tout le monde a la même histoire. Le pauvre Maurice Sèvres était un fonctionnaire public, il a souffert et est mort comme fonctionnaire public en souffrant. D'accord? Alors c'est une autre histoire. Ici non, c'est l'histoire de Clément Marot, ce personnage extraordinaire, marginal, un peu fou, libertaire, qui est vraiment, d'une certaine manière, l'avant-garde de ce qu'on peut imaginer, ce qu'on va voir dans son poème lui-même, qui a un humour et une légèreté qui, encore aujourd'hui, quand je lis ce poème et je le relis, je me pose la question, mais comment est-ce que quelqu'un a pu écrire ça avec ce langage et cette force d'image et cette liberté et cette légèreté en 1530? 1530, ça fait déjà un moment. D'accord? Alors, Pedro Alves Cabral était en train d'arriver au Brésil et Clément Marot écrivait ça. Alors, disons, ça fait déjà un bon moment. Alors, lisons le blason du beau d'État. Déjà, le titre est absolument formidable. Bon, le blason, c'est un jeune blason du blason. Et c'est justement un genre de poème, de blason, des familles et tout, qui a été, disons, qui était déjà un peu développé à l'époque, mais qui a été vraiment popularisé par Clément Marot. Et Clément Marot, il a, commencé à produire systématiquement des blasons des parties du corps féminin. Et cela s'est répandu très fortement, et il a une école poétique, l'école marotique, qui a survécu au long de tout le XVIe siècle, et au long de ce XVIe siècle, toutes les parties du corps féminin sont devenues des poèmes, toutes, sans exception. Alors, il y a des blasons de tout ce que vous pouvez imaginer. Il y avait des anthologies de blasons, d'accord, pour recomposer le corps dans tous ses détails.
Alors ici, on voit déjà le blason du beau tétin, la bella tetinha. Alors déjà, le titre fait rire. Et c'est cet humour léger qui fait qu'on appelle la poétique de Clément Marot une poétique de l'élégant badinage. L'élégant badinage. Le badinage, c'est la rigolade, c'est être drôle, c'est rigoler. Alors, l'élégant badinage, c'est de rigoler avec élégance. Alors, et avec une certaine malice aussi, être un peu malin aussi. Alors, celui qui est badin, il est malin aussi un peu. Bon. Alors, le badinage, c'est la pratique aussi de cette jonglerie maligne. Bon. Alors, c'est, disons, la poétique de Marot est une poétique de l'élégant badinage. Alors, lisons d'abord une fois le poème. Tétin refait plus blanc qu'un œuf, tétin de satin blanc tout neuf. Tétin qui fait honte à la rose, tétin plus beau que nous des choses. Tétinture, non pas tétin noir, mais petite boule au milieu duquel est assise une fraise ou une cerise, que nul ne voit, ne touche aussi, mais je gage qu'il est ainsi. Tétin donc au petit bout rouge, tétin qui jamais ne se bouge, soit pour venir, soit pour aller, soit pour courir, soit pour baller. Tétin gauche, tétin mignon, toujours loin de son compagnon, tétin qui porte témoignage du demeurant du personnage. Quand on te voit, il vient à main, une envie de dans les mains, et de tâter de te tenir. Mais il faut bien se contenir d'en approcher bon gré ma vie, car il viendrait une grande au tétin, ni grand ni petit, tétin mûr, tétin d'appétit. Tétin qui nuit, jour crié, mariez-moi tôt, marié. Tétin qui t'enfle et repousse ton gorgerin de 2 bons pouces. À bon droit heureux, on dira, celui qui de lait emplira, faisant d'un tétin de pucelle, tétin de femme entière. Alors, vous voyez, c'est un poème qui a, dont d'abord, et ça c'est une on reconnaît dans la poésie de Clément Marot sa maîtrise du langage, du poème, la naturalité avec laquelle le poème évolue, la rime, le rythme. Et il réussit à le faire d'une manière qu'on a l'impression qu'il est en train de parler presque, mais sans perdre cette cadence. D'accord? Alors, dans ce poème, bien sûr, ce jeu allitératif autour du T et en général autour des occlusives et cette présence constante des occlusives sourdes, c'est quelque chose, disons, de très très important. Et cette matrice sonore qui est le tétin, le mot tétin lui-même. Parce que ça, c'est une idée intéressante. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un livre de Jean Starobinsky, l'auteur de notre texte, L'encre de la mélancolie. Il a des dizaines de livres d'essais de littérature, mais il a un livre qui a été traduit au Brésil, qui s'appelle Os Anagramas de Saussure, publié pela Perspective. Et c'est très intéressant ce livre de Starobinsky, parce que justement dans ce livre, il va essayer de montrer l'autre côté de Saussure. Parce que tout le monde montre le côté, disons, de Saussure qui cherche à retrouver l'arbitraire du signe linguistique. Et dans les anagrammes de Saussure, c'est le Saussure qui cherche à retrouver justement la motivation, le motivé
dans le signe linguistique, par les mots des personnages dans la poésie épique classique gréco-latine. Alors, finalement, l'idée clé, l'idée de base quand on pense à la motivation sonore, c'est cette idée d'avoir une matrice sonore. Plus qu'essayer d'isoler un son, c'est essayer de penser des fois à une espèce de matrice phonosémantique qui peut servir, disons, de clé pour la compréhension du rythme du poème. Alors ici, déjà dans le titre, on voit « blason du beau tétin ». Alors vous voyez comment nous avons déjà toutes ces occlusives « blason du beau tétin ». Alors tous les mots ont, dans une position forte, une occlusive qui vont, disons, cumuler ou arriver à sa forme centrale phonosémantique qui est le mot tétin. Et on va voir comment cela aussi va avoir une importance dans le poème. Déjà, regardez le premier vers. Tétin refait plus blanc qu'un œuf. Alors dans plus blanc, nous avons aussi le bleu, le blason. Vous voyez? Alors comment déjà il récupère tout ce réseau sonore qui est déjà dans le titre, commence déjà à faire écho, à produire des échos dans le premier vers déjà. Alors la force de cette poésie, la cohésion de cette poésie vient de là. Bien sûr que lié à tout un jeu d'images extrêmement riche. Parce que, regardez comment c'est intéressant. Quelle est la première image qui est associée au tétin? La blancheur. La première. Bon, le tétin refait. Refait, qui est ça. Pensez renaissance, qui renaît, qui refait, qui ressurgit. Alors, c'est intéressant parce qu'au lieu de commencer par quelque chose qui se fait, il commence par quelque chose qui se refait. Alors, c'est comme si, d'une certaine manière, ces beaux tétins se refont à chaque fois. Vous voyez? Alors, c'est cette idée de quelque chose de très très important dans cette notion de nature, qui est cette idée de la variété, de cette idée de la renaissance, de la vie qui se renouvelle, du recommencement. Vous voyez? Alors, qui se refait. Et l'idée de l'œuf aussi, c'est une idée très importante de la vie qui va recommencer dans l'œuf. Mais d'abord, plus blanc. Alors, on a vu comment la blancheur était signe de beauté au Moyen-Âge. Mais au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on a lu dans le texte de Huchet? C'est que cette beauté, cette blancheur, elle est absolument éclatante. Alors, elle va produire, elle se confond avec la lumière. C'est une blancheur lumineuse. D'ailleurs, qui va être très cher aussi à Maurice Sèvres, qu'on va voir le cours prochain. Mais ici, cette blancheur, elle n'est pas associée à la lumière, mais elle est associée à quoi? À l'œuf. Plus blanc qu'un œuf. Et l'œuf, c'est la matière. Dans les deux sens du mot. C'est la concrétion d'un objet. Vous voyez, de dire que plus blanc que la lumière ou plus blanc qu'un œuf, c'est complètement différent. Il y a une concrétion dans l'œuf et en même temps une concrétion de quelque chose qui est délicat aussi et qui est habité par une vie, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose qui
cache aussi qu'il y a une idée de perfection aussi dans l'œuvre, une forme qui se répète, toujours parfaite ou presque. Alors c'est aussi, il y a une notion, vous voyez, de beauté, une notion de perfection, qui est une blancheur complètement différente de la blancheur lumineuse qui voile, qui empêche le corps, justement, de se faire voir et de se faire habiter, qui est le corps médiéval, et cette blancheur médiévale, qui est un corps qui se révèle mais qui se voile par un excès de lumière. Et ici, non. Ici, c'est l'œuf qui apparaît comme image. Et, disons, cette varietas, cette variété, remet déjà à une autre dimension. Des teintes satin blanc tout neuf. Alors, encore une fois, ici, des teintes satin blanc. Satin blanc. Alors, la sonorité, bien sûr, qui est formidable. Et ici encore, maintenant, c'est une autre matière qui est associée. Alors, c'est la même blancheur, ou une blancheur matriciale, qui devient œuf, qui devient satin, qui va devenir aussi bon, qui peut se dédoubler aussi dans d'autres images. Bon, et alors maintenant, il va changer, il va dire tétin qui fait honte à la rose, tétin plus beau que nulle chose. Bon, jusque-là, fini une première idée. On introduit le beau tétin par image de la beauté de la blancheur. Cette blancheur complète déjà fondée sur cette autre notion de beauté qui n'est plus la beauté ni la blancheur médiévale. Et maintenant, entre une autre, disons, caractéristique, et je rigole, je dis qu'ici, on pourrait penser d'une certaine manière à ce poème aussi comme une espèce de traité physique du tétin, parce que ce sont, disons, toutes les caractéristiques physiques, la forme de l'œuf, la texture du satin, la densité de l'ivoire. Vous voyez? Parce qu'ici, qu'est-ce qu'il va dire? Tétin dur. Non pas tétin, voir. Voir, ça veut dire, c'est-à-dire, mes petites boules d'ivoire. Pequena bola de marfim. Alors, ici maintenant, c'est, disons, la densité de ce tétin même qui va entrer. Alors, et après, il y aura toute une longue partie du poème qui va être le développement de cette caractéristique. Alors, c'est comme, disons, une expérimentation physique de la caractéristique de la densité du tétin. Alors, expérimentons, voyons qu'est-ce qui se passe avec un tétin dur. Alors, la partie qui vient après du poème, dans cette, disons, analogie que je fais entre le poème et un traité de physique, de la nature physique du tétin, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, non, après, il va faire une petite, disons, il va produire encore une petite image au milieu duquel est assise une fraise ou une cerise. Alors maintenant encore, c'est une image pour parler des mamelles, dos mamilos, des mamelles, qu'il va associer à une fraise et une cerise. Et encore une fois, c'est quoi l'idée de la nature qui va apparaître? L'analogie va se faire avec le fruit. Que nul ne voit, ne touche aussi, mais je gage qu'il est ainsi. Alors ici, il y a un moment intéressant. C'est une espèce, disons, de dysphorie ou d'éloignement de l'objet aussi, qui est intéressant, parce qu'il est dans une espèce, disons, si l'on pense à la peinture de la Renaissance, nous pouvons penser qu'il se met dans une position de voyeur, d'observateur. Alors il dit, bon, je suis ici dans la position de celui qui décrit cet objet. Alors,
pour décrire cet objet avec, disons, toute la neutralité nécessaire pour que la description marche bien, il faut aussi, disons, que le rapport avec l'objet soit matisé par l'établissement d'un éloignement. Alors ici, je pense que l'introduction de cette idée ici de que nul ne voit, ne touche aussi, mais je gage au apôtre qu'il est ainsi. Alors c'est cette idée de dire, bon, il n'a pas besoin de se révéler, ce n'est pas l'explicitation grotesque de Villon. Vous voyez? Alors c'est un badinage, mais c'est ici qui entrerait, disons, l'élégance du badinage. De dire, bon, voyons, mais on va garder une distance, il y a l'humour, il y a la légèreté, il y a le jeu, mais il faut quand même garder une certaine distance par rapport à cet objet pour que la construction de la scène marche de façon naturelle ou contrôlée. Alors il y a ici un contrôle pour ne pas tomber dans la pure caricature, mais pour garder cette tension entre la révélation, ce qui se révèle, et ce qui se voile. Vous voyez? Pour ne pas tomber dans le grotesque, finalement. Ça va jusque-là? Vous êtes d'accord? Vous voulez ajouter quelque chose? Bon, alors ici entre justement l'expérimentation physique de la dureté du tétin. Tétin donc au petit bout rouge, alors c'est la décrit, là, c'est parler de la cerise ou de la fraise, alors on sait qu'il a le petit bout rouge. Tétin qui jamais ne bouge parce qu'il est dur, alors il ne bouge jamais se bouge, soit pour venir, soit pour aller, soit pour courir, soit pour bailar, danser. Tétin gauche, tétin mignon, toujours loin de son compagnon. Alors l'un est loin de l'autre, parce qu'ils sont les deux bien durs. Alors c'est la description physique de la scène. Vous voyez. Alors, toujours loin de son compagnon, tétin qui porte témoignage, qui est la preuve, qui témoigne du demeurant, de l'allure, de l'allure, merde, comment est-ce qu'on peut traduire ça? L'image, il a une bonne allure, on ne voit pas du personnage. Quand on te voit, mais ici, il a quand même la possibilité d'imaginer de le voir. Hein. Quand on te voit, il vient à main, et ça c'est un moment très important du poème. Il vient à main, ça veut dire qu'il vient à plusieurs. Main, ça veut dire plusieurs, avec T. D'accord? Synonyme de plusieurs. Il vient à main une envie de dans les mains, de te tâter, de te tenir. Alors ici, on voit, il vient, quand on te voit, il vient à plusieurs, une envie énorme de te tâter, de te tenir. De te tâter, de te tenir. Alors, on voit, mais et là, on est vraiment dans l'opposition de la poésie médiévale. Vous voyez? Alors, c'est là, cette idée, et on voit la génialité du poète ici, parce que comme je vous ai dit, cette matrice sonore du tétin, maintenant gagne toute sa force. Te tâter, te tenir. Vous voyez? C'est parce que la répétition même des sons. Alors, cette concentration de l'envie, est une concentration aussi sonore qui se réalise formellement dans le poème. Vous voyez? C'est ça qui est intéressant. Parce que c'est le moment, c'est le vers où nous avons le plus de T. Et une autre question très intéressante ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il va tutoyer le tétin.
Il ne va pas vous voyer. Vous savez, vous avez déjà étudié ça en français, la différence entre vous voyer et tutoyer. Alors ça va établir un rapport de proximité avec la personne à qui le jeu s'adresse d'une autre nature. Alors c'est une intimité qui se révèle là, dans ce jeu. Alors, il explore même, disons, cette dimension sonore du tu qui habite cette matrice qui est dans le theta. Vous voyez? T, le tu, te, ta, te. Alors c'est, disons, un moment clé où on voit qu'on est vraiment dans une autre logique complètement différente du Moyen-Âge. C'est vraiment ici, c'est l'opposition même, parce que le désir s'explicite et le corps se matérialise. Et le contact est prévu. Alors, c'est l'opposé de l'effacement du corps et de la personne médiévale. Alors, mais il faut bien se contenir. Alors, vous voyez encore une fois l'élégant badinage. Il faut aller, il faut venir. Mais il ne faut pas se contenir pour n'importe quelle raison. D'en approcher, bon gré ma vie. Bon gré ma vie, ça veut dire, oh mon Dieu. Car il viendrait une autre envie. L'autre envie, bien sûr, c'est le sexe. Alors, c'est, disons, ici une façon de le dire, mais une façon de le dire qui n'a rien à voir avec le grotesque de François Villon. Vous voyez, on est dans une autre... On n'a pas besoin disons, de rendre la scène caricaturale, de la caricature. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en même temps, c'est comme si l'accomplissement de la relation sexuelle, elle est prévue dans le poème. Parce que regardez comment le poème finit, la dernière histoire. Ô tétin, ni grand ni petit, tétin mûr, madoul. Alors c'est comme ici, bon, bien sûr le rapport du tétin avec le fruit. Tétin d'appétit. Tétin qui nuit et jour criait. Mariez-moi, tôt, mariez. Tétin qui t'enfle, qui infle, qui niche. Il repousse, il bourre. Le gorgerin, comme soutien, de deux bons pouces, de duas boas polegadas. À bon droit, heureux, on dira, com razão, feliz, a gente chamará celui qui de lait t'emplira, aquele que te encherá de leite. Faisant d'un tétin de pucelle de virgin, tétin de femme entière et belle. Or, vous avez remarqué, quelle est la première image du poème? Nous avons ici, tétin refait plus blanc qu'un œuf. Alors l'œuf, il est habité par une autre vie. Et à la fin du poème, c'est le tétin lui-même qui est plein de lait et la femme qui est entière. Entière parce qu'elle est enceinte et entière, et cela qui devient complète, qui devient belle. Alors c'est la variété, c'est la possibilité d'engendrer une nouvelle vie, la possibilité de se dédoubler, la possibilité de varier qui rend la femme encore plus entière et encore plus belle. Alors, justement, vous voyez comment la Mater, comment la Vénus, comment la Varitas, comment tous ces attributs de la nature sont des attributs du tétin, qui pour se réaliser, pour devenir entier, il faut qu'il soit aussi
la source d'une vie qui se renouvelle. Et le lait qui est blanc aussi, alors cette blancheur qui revient, qui prend encore une nouvelle forme. Alors derrière toute cette rigolade, finalement, il y a une question profonde, extrêmement profonde, qui est la question de la vie, de la renaissance, de la reproduction. Vous voyez, qui est finalement une valorisation de la condition féminine, du corps féminin, comme un corps qui engendre la vie, comme un corps qui est la matière qui est comme l'œuf, qui est à l'origine de la vie et qui nourrit, parce que produit le lait. Alors, on voit que c'est une conception complètement différente du corps, du rapport, du jeu avec l'autre, de la personne qui énonce aussi, où il n'a plus tout simplement un jeu rhétorique, une légèreté, une liberté, et qui, dans le cas de Clément Marot, lui ont coûté assez cher. Une fin de vie dans la misère et dans l'exil, mais qui nous ont laissé, disons, comme héritage, comme legs, comme testament, cette poésie qu'on peut encore aujourd'hui rire avec. Alors c'est ça, je vous souhaite une bonne semaine. Est-ce que vous avez des questions? Je sais pas